Savez-vous qu'il y avait une prison clandestine, une prison secrète à Marseille pendant 12 longues années? Oui, c'était pas au XVIIIe siècle, c'était pas au XIXe siècle, c'était entre 1963 et 1975. Et oui, la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, la France des Lumières, la France des droits de l'homme, abritait une prison secrète pour les étrangers. Certains étaient sans papier, ils venaient d'Algérie, du Maroc, d'Afrique. D'autres avaient un titre administratif totalement légal. Oui, la France avait l'équivalent du Guantanamo américain à Cuba, dans cette magnifique ville de Marseille. Alors je vous présente un livre de 102 pages d'un célèbre journaliste français qui s'appelle Alex Panzani et qui a écrit un livre sur cette prison clandestine d'Aran. Donc ça s'écrit A-R-E-N-C à Marseille, ça se situe dans le port de Marseille. Et ce livre-là fait suite à une conférence de presse qui a été tenue par un célèbre avocat de l'époque, un célèbre avocat corse qui s'appelle Sixte Ugolini du syndicat des avocats de France. C'est grâce à lui que le scandale de cette prison secrète a éclaté au mois d'avril 1975. Alors comment ça a commencé? Ça a commencé suite à l'arrestation, à la détention arbitraire dans cette prison clandestine d'un Marocain en situation régulière. C'est un pêcheur marocain, il s'appelle Mohamed Cherif. Ce pêcheur marocain avait un problème avec un consulat marocain et le consul le menaçait d'expulsion s'il ne se taisait pas. Il n'a pas voulu se taire et le consulat du Maroc, en collaboration avec les services du ministère de l'Intérieur, avait décidé de son expulsion. Et c'est dans cette prison secrète, clandestine, dans le port de Marseille, que Mohamed Cherif a été détenu pendant 10 jours dans des conditions effroyables. Dans ce hangar, cette prison clandestine, il y avait 5 parties. La pire des parties, c'est celle qui était réservée aux Africains. Il n'y avait ni douche, ni toilette, ni lavabo. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. C'était en famille que la République française enfermait, détenait des hommes, des femmes, des enfants, parce qu'ils n'étaient pas français. La majorité des personnes qui étaient dans cette prison clandestine, c'était des Algériens et des Marocains. Je vous resitue le contexte. On est en 1963, quand cette affaire terrible pour la République a commencé. 1963, c'est un an après les accords d'Évian de mars 1962, qui permettaient la libre circulation des Algériens entre l'Algérie et la France. Oui, à l'époque, les accords d'Évian permettaient cette faveur, mais pas pour les Algériens comme mes parents, non. Parce qu'à l'époque, dans le cas des accords d'Évian, il était possible pour les Français d'Algérie, pour les 800 000 Français d'Algérie, d'aller et de venir librement entre l'Algérie et la France. Et ces accords prévoyaient une durée de 3 ans pour que les Français d'Algérie choisissent ou bien la nationalité algérienne ou bien la nationalité française. Et c'est pendant cette période-là qu'a été décrétée la possibilité de la libre circulation entre l'Algérie et la France. Alors, comme beaucoup d'Algériens venaient en France pour travailler, car les Français ont tout pris en partant. Il n'y avait plus de fonctionnaires, plus d'entreprises, plus d'ingénieurs, il n'y avait plus rien. Et l'Algérie, qui avait beaucoup de difficultés, sachant que les pétroles et les gaz étaient sous l'autorité des entreprises françaises, il fallait que les Algériens continuent à vivre. Et c'est la raison pour laquelle, en collaboration avec l'État français, il y avait la possibilité pour ces Algériens de venir en France pour travailler et pour participer à la
construction de la France, ses villes nouvelles, ses usines nouvelles, etc., etc. Mais dès 63, les Français voyaient d'un très mauvais œil cet afflux d'Algériens et ensuite de Marocains sur le territoire français. Et c'est là où, pour contourner la libre circulation prévue par les accords d'Évian, la France a décidé de créer cette prison clandestine, cette prison secrète dont personne ne parlera pendant 12 ans jusqu'au mois d'avril 1975. La France, quand ça l'arrange, elle respecte les accords. Mais quand ça ne l'arrange pas, elle ne les respecte pas. Dès 1964, c'est-à-dire en avril 64, 2 ans après les accords d'Évian, il y a eu un nouvel accord pour contourner la libre circulation prévue par les accords d'Évian. C'est un accord signé par le ministre du Travail français, M. Grandval, et le ministre algérien des Affaires sociales, M. Nekach. C'est pas Nekaz, hein, c'est Nekach. N-E-K-A-C-H-E. Cet accord d'avril 1964 prévoyait des restrictions aux accords d'Évian. Et parmi ces restrictions, il y avait la mise en place d'une attestation de résidence et d'un visa tourisme de façon à réguler l'arrivée des Algériens en France. Donc c'est la première fois que les accords d'Évian ont été modifiés dans le sens des intérêts des Français. Mais à l'époque, il n'était pas médiatisé qu'il y avait aussi une clause secrète. Et cette clause secrète, que prévoyait-elle? Elle prévoyait que des Algériens pouvaient être détenus en France, notamment dans cette prison secrète d'Aran dans le port de Marseille, et ces Algériens n'avaient aucun recours possible. Et là, je fais le lien avec le récent événement de l'expulsion arbitraire vers l'Algérie décidée par le ministre de l'Intérieur et ministre d'État Bruno Retailleau concernant un TikToker. Et là, M. Retailleau s'est comporté en vertu de cette clause secrète de l'accord d'avril 1964 entre la France et l'Algérie. Il croyait qu'on était en 1964, qu'on pouvait expulser impunément un Algérien qui avait ses papiers sans qu'il puisse exercer un recours concernant cette expulsion. Mais les choses ont changé. Mais M. Bruno Retailleau, il a bien l'intention dans les mois à venir d'appliquer la même clause secrète que celle qui était prévue par l'accord entre Grandval et Nekach en avril 1964. Alors, si vous voulez lire l'histoire de cette prison secrète, je vous renvoie au livre de Monsieur Alex Panzani, donc grand journaliste du journal La Marseillaise et de l'Humanité. Donc, il fait 102 pages. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible pour l'image de la France. Quand on voit cela, vous savez, quand on lit ces choses, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Comment se fait-il qu'elle est devenue si impitoyable? Car dans cette prison secrète d'Aran à Marseille, vous savez que pendant 12 ans, il y a eu 30 000 personnes qui ont été détenues illégalement. Vous imaginez? 30 000 personnes, c'est l'équivalent des victimes de la terreur de Robespierre entre 1793 et 1794. 30 000 personnes. Vous savez que la France, qui a inventé le terrorisme politique, a fait massacrer, a fait guillotiner 30 000 personnes. Et c'était à peine 4 ans après la Révolution française. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais sachez que de façon cyclique, la France, elle retrouve des démons. Vous savez, d'abord il y a la lumière et ensuite il y a les ténèbres. C'est ça l'histoire de France. La France, c'est la promesse, l'espoir de 1789, 4 ans après, la terreur de 1793. La France, c'est l'espoir du vote pour des millions de Français en 1848, et 3 ans après, c'est le coup d'État et la dictature de Napoléon III. Et je continue. La France, c'est l'école gratuite de Jules Ferry en 1881, et la même année, c'est l'instauration du Code de l'indigénat
en Algérie qui considérait les Algériens comme des objets, comme des esclaves. La France est celle qui donne la citoyenneté aux Juifs en 1870 et qui, 70 ans après, enlève cette citoyenneté et envoie 76 000 Juifs dans les camps de la mort, les chambres à gaz en Allemagne. La France, c'est celle qui promet la liberté au peuple qu'elle colonise et qui, au final, comme en Algérie, fait massacrer 5 millions et demi pendant la colonisation et pendant la guerre de libération. La France est malade. Et elle est malade pas simplement avec les étrangers, comme dans cette prison secrète, dans ce Guantanamo français de Marseille. Voici le hangar dans lequel étaient ces 30 000 étrangers. Certains avaient des papiers, d'autres n'avaient pas de papiers, en violation des accords d'Évian. Voilà où on parquait ces gens-là. On leur donnait une boîte de sardines et 2 œufs par jour. On les traitait comme des rats, comme des chiens. C'est aussi ça la France. Je vous ai dit, la France est malade. La France n'a pas qu'une seule image, elle a 2 images. Je vous le dis souvent, je vous le répète souvent. C'est comme le dieu romain Janus. Il y a le côté pile, c'est le côté positif, liberté, égalité, fraternité. Le côté face, c'est l'arbitraire, les ténèbres, les violations des droits de l'homme, les assassinats, les coups d'État. Alors parlons-en des choses horribles. Donc voilà une affiche d'avril 2075. Non à la prison d'Aran. Voilà l'affiche qui circulait en 75 suite à ce scandale d'État. Et que disait cette affiche? Elle disait aujourd'hui contre les travailleurs immigrés, demain contre tous les travailleurs. Et oui, ça fait déjà 50 ans. Alors ceux qui pensent que l'histoire ne se répète pas, oui, vous pouvez rester naïf, vous pouvez toujours croire au Père Noël, mais croyez-moi, la France qui a massacré 200 000 Chouans pendant la Révolution française. Les Chouans, c'est les Vendéens. 200 000. La France qui a massacré, bombardé Paris. Est-ce que vous savez que l'armée française a bombardé Paris en mai 1971, après la défaite de Sedan du 2 septembre 1870 devant les Allemands? Oui. L'armée française, qu'on appelait les Versaillais, a bombardé Paris, a tué 30 000 personnes à Paris et a expulsé plus de 15 000 qu'on appelait à l'époque les communards en Nouvelle-Calédonie. C'est là où ils ont rencontré les rescapés de la répression de la révolte de Cheikh Haddad et de Cheikh Mokrani d'avril 1871. Oui, la France est impitoyable. Elle est belle, par moments, mais elle est aussi impitoyable et machiavélique et diabolique à d'autres moments. Alors, on va essayer de parler maintenant des crimes d'État. Vous savez, pendant cette période-là, lorsque le scandale de cette prison clandestine secrète d'Aran a été révélé, le ministre de l'Intérieur, c'était qui? C'était Michel Poniatowski, le prince Michel Poniatowski. Vous savez qu'il est issu d'une grande famille aristocratique polonaise. Et ce Michel Poniatowski qui pensait, comme Monsieur Retailleau, avoir un destin national, c'est-à-dire prendre la place de son président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, il pensait qu'il allait devenir président de la République en 81, donc il était extrêmement dur dans l'application de sa politique à l'endroit des étrangers. Et donc, lorsque le scandale de cette prison éclatait en avril 75, le ministre Michel Poniatowski disait « Mais non, ces 30 000 personnes ne sont pas détenues, ils sont hébergés. » C'est beau la littérature quand même, hein. Hébergés, voilà, ils étaient hébergés. Voilà, c'est lui Michel Poniatowski. Alors il a écrit plusieurs livres, hein, notamment un sur Talleyrand. Vous savez, Talleyrand, c'était le ministre des Affaires étrangères pendant plus de 20 ans de la France. C'était on va dire un homme de religion, mais qui avait pris certaines libertés avec la religion. Il avait plusieurs femmes, plusieurs maîtresses. Et
Monsieur de Talleyrand était un fin diplomate, mais qui avait appris la diplomatie dans le livre de Machiavel, Le Prince de Machiavel, c'est-à-dire il n'avait aucun principe. Mais c'est quand même grâce à Talleyrand que la France a été sauvée au Congrès de Vienne en 1815 après les défaites napoléoniennes. Donc, monsieur Michel Poniatowski, qui a écrit un livre sur Talleyrand, a écrit, j'ai fait exprès de citer ce livre-là, Les choix de l'espoir. À vrai dire, il pensait à lui devenir président en 1981. Donc, c'est ce monsieur qui disait, alors qu'il n'avait jamais révélé la présence de cette prison secrète d'Aran, que ces 30 000 personnes étaient hébergées et non pas détenues. Oui, on prend beaucoup de liberté avec les lois et avec la République. Alors c'est sous le ministère de monsieur Poniatowski, décidément il n'avait pas de chance. Que s'est-il passé le 24 décembre 1976? C'est-à-dire 1 mois et demi, plutôt 2 ans et demi après le scandale de la prison secrète d'Aran. Il y a eu l'assassinat du duc de Broglie, ça s'écrit de Broglie. Et ce monsieur de Broglie était député en 76, mais il était surtout, entre 62 et 66, secrétaire d'État aux affaires algériennes. Et en 61-62, il était chargé des affaires du Sahara. Donc c'est quelqu'un qui connaissait extrêmement bien l'Algérie. Et ce monsieur de Broglie a été assassiné. Et la police française, le ministère de l'Intérieur français, n'a jamais voulu ouvrir les archives concernant l'assassinat d'un secrétaire d'État, d'un député, d'un homme politique français qui avait beaucoup de secrets sur la République. Et ce de Broglie était le financier de la campagne électorale de ce monsieur-là qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. C'est lui qui a permis le financement de la campagne électorale de Giscard d'Estaing, qui est devenu président de la République en 1974. C'est un peu l'équivalent du scandale actuel au sujet de Sarkozy et le financement de la campagne électorale de 2007 et notamment le financement libyen. Donc monsieur de Broglie, là c'est monsieur de Broglie, ici monsieur Poniatowski, ministre de l'Intérieur, ici le président de la République française Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous voyez un livre qui a été publié qui s'appelle Un crime d'État. Et il y a eu plusieurs livres, vous savez. On a appelé le septennat de Giscard, parce qu'à l'époque, le mandat d'un président de la République en France était 7 ans, 1974 jusqu'en 1981, on l'a appelé le septennat meurtrier. Car la France, à cette époque-là, n'avait aucun mal ni à organiser des attentats au consulat d'Algérie à Marseille, ni à assassiner des hommes politiques. C'était normal. Alors, de là à se scandaliser au sujet de la prison secrète de Marseille, vous savez, ça faisait partie des habitudes de la République. On tue des hommes politiques, on enferme 30 000 personnes sans toilette, sans douche, sans qu'il y ait accès à un avocat, sans rien. C'est Guantanamo. Marseille, c'était le Guantanamo français pendant 12 longues années. Alors, monsieur Bruno Retailleau, qui n'est pas content que le tribunal administratif ait annulé la décision du ministère d'expulser un TikToker algérien, oui, je le comprends, car il est dans la lignée de son prédécesseur, monsieur Michel Poniatowski. Mais sachez une chose, mes chers compatriotes, il ne faut pas croire au Père Noël. La France, l'État français plutôt, est habité par des démons. Et ces démons-là, de façon cyclique et périodique, ils reviennent à la surface. C'est l'histoire de France, elle est comme ça. L'histoire de France nous a appris que la France, elle est habitée par l'autoritarisme. Dites-vous bien que pendant 1000 ans, le roi était tout puissant en France.
Quand je dis tout-puissant, c'est tout-puissant. C'était le représentant de Dieu sur terre. Et l'État français, qui est républicain, mais d'inspiration royaliste, je vous rappelle une célèbre expression d'un grand constitutionnaliste français qui s'appelle Maurice Duverger, qui parlait de république impériale. Il y a cette tentation impériale de tous les dépositaires du pouvoir en France. Ils se croient au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus du peuple, au-dessus de tout. Et c'est ça qui a jalonné, cet état d'esprit qui a jalonné toute l'histoire de France. Si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre pourquoi la France a massacré les protestants à la Saint-Barthélemy en 1572, on ne peut pas comprendre pourquoi la France a massacré les catholiques à partir de 1789, on ne peut pas comprendre pourquoi la France a massacré les juifs en 1940, on ne peut pas comprendre pourquoi la France a laissé des Algériens et des Marocains se faire massacrer dans les années 70 sans qu'il y ait aucune poursuite pénale. Oui, aucune poursuite pénale. La France est malade. La France a besoin d'une psychanalyse collective. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il faut prendre au sérieux cette maladie collective de la France. La France est belle par moments, mais à d'autres moments, elle est laide, elle est impitoyable. Et nous sommes dans ce moment-là où la laideur de l'État français, l'impitoyabilité de l'État français va se révéler au grand jour. Il faut s'y préparer, et là je m'adresse aux Français d'origine étrangère en général et aux Français d'origine algérienne en particulier. Il va y avoir des moments extrêmement difficiles. Il est important d'avoir un plan B, car à tout moment, cette prison d'Aran qui a été fermée en 2006 simplement, en 2006 elle a été fermée, il peut y en avoir une centaine, des centaines sur l'ensemble du territoire français pour arrêter tous les Français d'origine étrangère, les détenteurs de cartes de séjour ou les sans-papiers, les parquer et ensuite les expulser. C'est ce qui s'est passé entre 1963 et 1975 à Marseille, où systématiquement les personnes qui étaient dans ces centres, dans ces prisons secrètes, ont été expulsées par bateau dans les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada inshallah.